Bonjour à tous et bienvenue à la suite de notre programme de géométrie algébrique. Dans cette vidéo, nous allons faire des travaux dirigés. Nous allons traiter quelques exercices du chapitre 1, donc sur les variétés affines. Et pour cela, nous allons nous appesantir sur certains exercices de ce livre de Robin Hartshorne. Alors, ce livre est très important, c'est vraiment le livre de base carrément de la géométrie algébrique. Il y a certaines notions importants de géométrie algébrique qui ne sont pas définis dans le cours, mais qui sont souvent définis dans les exercices. Et donc, il est important de toucher un peu ces notions pour comprendre, pour compléter notre formation. Donc, sans plus tarder, nous allons donc commencer. Je vais partager mon écran et nous allons commencer par certains exercices stratégiques. Donc, c'est parti. OK, très bien. Nous allons commencer par l'exercice 1.1. Alors, l'exercice 1.1 nous parle, donc 1.1, ici, on nous parle de pleine curve. Pleine curve, en français, veut tout simplement dire courbe dans le plan. Courbe. Nous sommes dans le plan, donc dans A2. Voilà, dans le plan. Et donc, pleine curve en question est donnée par y égale à x carré. Alors, quand nous avons y égale à x carré, cela signifie que y moins x carré égale à 0. Donc, ici, c'est le lieu de 0 d'un seul polynôme. Et ce lieu de 0 est appelé y, qui sera v de y moins x carré. Et ça, c'est quelque chose que l'on prend dans A2, parce que nous avons deux variables. La question qu'on nous pose, c'est de montrer que l'anneau de coordonnées de AY, donc montrons que AY, qui est l'anneau de coordonnées de Y, est isomorphe à l'anneau de polynôme à une seule variable. Donc, on doit montrer que celui-ci est isomorphe à l'anneau de polynôme à une seule variable. Voilà ce que nous devons montrer. Alors, déjà par définition, nous savons que A de Y, c'est K de XY sur l'idéal engendré par X, enfin, sur l'idéal de Y, donc sur I de Y. Et dans notre cas ici, I de Y, c'est l'idéal engendré par XY. Et ici, nous voyons que ce quotient signifie tout simplement que cet idéal est dans la classe de 0, c'est-à-dire que l'idéal X, l'autre et 0 sont de la même classe. Appartient à la classe de 0, s'il faut dire. Ouais. Et donc, comme le polynôme appartient à la classe de 0, ça veut dire qu'on peut le regarder comme étant égal à 0. Si on le regarde égal à 0, cela signifie que ceci est isomorphe à k de x, y, on le regarde égal à 0, y, on le prend comme étant x carré. Et ça là, ce n'est rien d'autre que k de x. Parce que, voilà, nous avons des polynômes x2 qui sont dans kx en fait. Donc, c'est isomorphe à ceci. Donc, nous venons de montrer que a de y est isomorphe à kx. Alors, comme conclusion ici, ou bien une remarque, dire que a de y est isomorphe à celui-ci revient à dire que y est isomorphe à A1. Donc, nous devons retenir ça. Désormais, cette parabole y égale à v de y moins x carré est isomorphe à A1. Ça, n'oublions pas ça. Gardons ça en tête. Le point 2, nous dit la chose suivante, donc c'est le B. Le B nous dit la chose suivante. Z est donné par V de x, y moins 1.
Alors, nous devons montrer que AZ n'est pas isomorphe à la note de polynôme à une seule variable. Donc, montrons que la note de coordonnées de Z n'est pas isomorphe à la note de polynôme à une seule variable. Alors, déjà, nous savons que AZ est donné par K de XY sur l'idéal engendré par XY moins 1. Donc, nous allons appliquer la même logique que tout à l'heure pour voir que cet idéal est la classe de 0. Et comme c'est la classe de 0, ça veut dire que xy moins 1 est égal à 0. Donc, y peut être regardé comme l'inverse de x. Donc, ceci est isomorphe à k de x 1 sur x. Et k de x 1 sur x, c'est en quelque sorte k de x moins 1. Donc, nous avons deux variables, x et x moins 1. Donc, x est inversible ici, en fait. Et donc, le problème, c'est quoi? C'est que donc, ici, AZ est isomorphe à ceci. Donc, montrer que AZ n'est pas isomorphe à KX revient à montrer que ce monsieur n'est pas isomorphe à KX. Alors, c'est clair, car si nous prenons f de x égale à x, est un polynôme de kx. Donc, de kx qui n'est pas une constante. Hein, ce n'est pas une constante, donc ce n'est pas dans K. Mais f de x est inversible dans K de x moins 1. Parce que x est inversible. Donc, vous vous rendez compte que ce f de x là n'est pas inversible ici dans Kx, mais il est inversible dans Kx moins 1. Ce qui signifie que les deux ne sont pas isomorphes. En fait. Voilà. Donc, ce qui signifie que les deux ne sont pas isomorphes. Donc, ici, on se rend compte que A de Z n'est pas isomorphe à Kx. Alors, nous allons donc faire la remarque de tout à l'heure. Donc, nous nous rendons compte que K de Z n'est pas isomorphe à Kx. OK, mais il est isomorphe à quoi? Il est isomorphe à K. Je vais peut-être bien gérer ça. Alors, donc, nous nous rendons compte que A de Z qui est isomorphe à K de x moins 1 n'est pas isomorphe à K de x. OK, qu'est-ce qu'on peut déduire ici? Alors, on peut déduire ici alors, nous nous rendons compte que donc les éléments de ce monsieur-là, lui, donc ici, qu'est-ce que je peux faire en remarque ici? Remarque, notre Z est donné par V de X, Y moins 1. Il est isomorphe. Alors, quelle est la note de coordonnée de celui-là? Alors, là, on peut se rendre compte que K de X moins 1, c'est la note de coordonnée de A1 privé de 0. Voilà. Donc, parce que la note de coordonnée de ce monsieur-là, c'est A1 privé de 0. Donc, nous nous rendons compte que Z qui est donné par ceci est isomorphe à A1 privé de 0, mais Y qui est donné par V de Y moins X au carré est isomorphe à A1. Maintenant, le point C. Le point C nous dit soit F un polynôme, donc ici on dit quadratique. Quadratique veut dire il est de degré 2. Donc F
est irréductible, quadratique, donc de degré 2. Degré de f égale à 2. Et f est un polynôme de xy, de k de xy. Cela signifie que f est un polynôme de la forme a1x au carré plus a2y au carré plus a3xy plus a4x plus a5y plus a6. Voilà la forme du polynôme f. Et on dit que c'est irréductible. Maintenant, on dit que w ici est la conique donnée par f. Donc, w est égal à v de f. Alors, conique, c'est quoi? Conique, c'est le lieu de 0 d'un polynôme de degré 2. Donc, c'est une courbe qui est donnée par un polynôme de degré 2. C'est ça qu'on appelle par conique. Donc, et la bonne nouvelle est que il y a une classification de toutes les coniques. Nous allons revenir sur ça tout à l'heure. Mais la question qu'on nous pose est la suivante. Montrer que l'anneau de coordonnées de W est isomorphe à l'anneau de coordonnées de Y ou l'anneau de coordonnées de W est isomorphe à l'anneau de coordonnées de Z. Donc, nous devons montrer que l'anneau de coordonnées de W est soit isomorphe à l'anneau de coordonnées de Y ou isomorphe à l'anneau de coordonnées de Z. C'est ça que nous devons le montrer. Mais pour comprendre cela, nous allons revenir un peu à la classification des coniques. Donc, les coniques sont classifiées. Classification des coniques. Alors, tout conique ou bien toute conique est isomorphe à... Alors, c'est isomorphe à l'une des équations, soit y au carré moins x égale à 0, soit y au carré moins x carré moins 1 égale à 0, soit y au carré moins x au carré égale à 0, soit y carré moins 1 égale à 0, soit y au carré égale à 0. Bon, dans notre cas ici, donc, nous devons regarder notre f est isomorphe à quoi parmi ces gars-là, plus la classification des coniques. Les coniques voilà, sont données par ceci. Bon, f ne peut pas déjà être isomorphe à ça parce que notre f est irréductible, lui, il est réductible. Parce qu'il est donné par y fois y. Donc, si vous avez v de y fois y, voilà, vous pouvez l'écrire comme réunion de deux gars irréductibles. Hein? Ça, vous allez pouvoir l'écrire comme étant la réunion de v de y union v de y. V de y. Donc, ce polynôme n'est pas irréductible. Ce polynôme non plus n'est pas irréductible parce qu'on peut toujours le factoriser par y moins 1 fois y moins l'autre. Lui aussi n'est pas irréductible parce qu'on peut le regarder par l'autre. Donc ici, nous avons deux possibilités. Notre f est soit égal à y au carré moins x, ou encore f égale à y au carré moins x carré moins 1. Alors, si f est égal à ceci, formidable, nous avons gagné. Donc, si f égale à ceci, alors a de w est bien isomorphe à ou bien égal à a de y. Ça, c'est réglé. Maintenant, si f égale à y carré moins x carré plus moins 1, ça veut dire que f égale à 0 implique que si vous voulez, y carré moins x carré égale à 1. Alors, si y carré moins x carré égale à 1, nous avons donc y moins x
facteur y plus x égale à 1. Donc, nous pouvons faire un changement de variable pour appeler celui-ci grand x, pour appeler celui-ci grand y. Et donc, nous avons x, y égale à 1. Donc, voilà. Donc, f sera donc donné par x, y moins 1. Ce qui signifie que A de W sera bien isomorphe à A de Z. Voilà. Donc, ici, là, en conclusion, pour cet exercice, si nous avons y qui est donné par V de f dans A2, où f est un polynôme irréductible de degré 2, alors ce y-là est soit isomorphe à A1 ou y, enfin, j'aurais dû W même, hein, où W est isomorphe à A1 privé de 0. Cet exercice est très important. Il va beaucoup nous aider dans la suite de notre programme. Il y a plusieurs cas que nous ferons où nous serons obligés de revenir à ce que nous venons de faire ici. Nous allons prendre exercice 1.2. L'exercice 1.2 est un exercice très important. C'est une courbe qui a un nom que l'on ne doit pas oublier, qu'on appelle Twisted Cube Curve. Alors, il est mieux de garder le nom en anglais parce que si vous l'apprenez en français, aucun livre ne vous parlera de ça en français. Donc, c'est mieux de garder ça en anglais. Alors, on nous dit que Y est dans A3. Et dans A3, notre Y est donné par une paramétrisation T, T au carré, T au cube, tel que T appartient au corps K. On nous dit de montrer que Y est une variété affine de dimension 1. Donc, montrons que Y est une variété affine de dimension 1. Alors ici, ce qu'on peut faire, c'est que nous pouvons montrer que Y est en bijection avec A1. En prenant ici T, T carré, T cube, que nous envoyons à T ici. Et ici de A1, nous allons dans Y. En prenant T, nous envoyons à T, T carré, T au cube. Donc, nous nous rendons compte que, voilà, il y a bien un isomorphisme entre les deux qui sont là. Et donc, Y, on peut le regarder comme A1 qui est de dimension 1. Donc, la dimension de Y ici, c'est bien 1. Maintenant, on nous demande de trouver les générateurs de l'idéal de I. Générateur de l'idéal de I de Y. Bon. Les générateurs de I, ici, pour comprendre les générateurs de I, il nous suffira juste de regarder un peu la paramétrisation ici en prenant x égale à t, y égale à t au carré et z égale à t au cube. Et donc, on se rend compte que si on prend x au carré moins y, nous avons 0. Si on prend x au cube moins z, nous avons aussi 0. Bon, normalement, effectivement, nous pouvons faire le chemin retour, mais le chemin retour prendra beaucoup de calculs. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en termes de sketch, I de Y est engendré par ça.
Normalement, ce qu'on a fait, c'est une seule inclusion, mais voilà, on peut aussi montrer que, en tout cas, c'est ça. Nous allons donc regarder, OK, montrer que l'anneau de coordonnées de Y est isomorphe à l'anneau de pronom à une seule variable. Oui, c'est vrai, puisque Y, on a vu qu'il est isomorphe à 1, donc nécessairement A de Y est bien isomorphe euh, à A de A1, qui est l'anneau de pronom à une seule variable. Alors, la troisième question, c'est, OK, ben c'est tout. Voilà. Donc, l'exercice s'arrête là. Voilà, c'est fini. Donc, désormais, ce qu'on peut retenir, conclusion. Cet exercice appelé Twisted Cubic Curve dans A3. Et désormais, si on peut me dire soit Y dans A3, Twisted Cubic Curve, je dois garder en tête que Y, c'est le lieu de 0 de X moins Y au carré, X moins Z au cube. Et ça, je ne dois pas oublier. Ça, c'est Twisted Cubic Curve dans A3. Mais effectivement, nous verrons la version projective de Twisted Cubic Curve qui est la plus utilisée et nous verrons une formule pour retenir ça. Un 3. Un 3, on nous donne Y dans A3 qui est donné par le lieu de 0 de X carré moins YZ et XZ moins X. Alors, on nous dit de montrer que Y s'écrit comme réunion de trois composantes irréductibles. Donc, Y s'écrit comme Y1, union Y2, union Y3, où Y1, Y2, Y3 sont des composantes irréductibles de Y. Alors ça, nous l'avons vu dans dans le troisième cours, où nous avions parlé de la dimension. Nous avons vu comment décomposer, que l'on pouvait décomposer un ensemble algébrique euh, en union d'ensembles algébriques irréductibles, donc en variété algébrique. C'est même un théorème. Donc, c'est exactement ce que nous allons faire. Donc, nous allons voir comment décomposer celui-ci en composantes irréductibles. Alors, notre Y ici, déjà, voyez-vous, le fait que notre Y soit donné par deux polynômes F et G, cela signifie qu'en fait, notre V ici est donné par, si vous voulez, le polynôme qui est engendré par FG. Mais être engendré par FG signifie que vous êtes donné par V de F plus G. Parce que F plus G, la somme de deux idéaux de type fini, euh, si vous avez I de type fini, J de type fini, I plus J est engendré par la réunion. Ce que je veux dire, c'est quoi? Si I est engendré par S, J est engendré par G, alors I plus J est engendré par la réunion de S union J. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que ce que nous avons ici, ce n'est rien d'autre que la réunion de l'ensemble qui contient celui-là et celui-là. Et nous avons déjà vu que V de la réunion de S union G n'est rien d'autre que l'intersection. Donc, n'est rien d'autre que euh, V de F, V de S, inter V de G. Donc, c'est exactement ce que nous allons appliquer. Donc, ici, notre Y qui est donné par V de FG, ça sera juste V de F inter V de G.
Donc, en réalité, ce que nous avons, c'est V de x carré moins yz inter V de x, z moins x. Maintenant, ici, nous avons donc V de x au carré moins yz inter. Ici, nous avons V de le produit x fois z moins 1. Donc, juste montrer un peu. Celui qui est là, c'est V de x fois z moins 1. Donc, V de x fois z moins 1, c'est la réunion. Donc, c'est V de x union V de z moins 1. Donc, en quelque sorte, ici, nous avons V de y carré, hein, parce que lui inter lui, union lui inter lui. Donc, lui inter lui nous donne yz x union V de x carré moins yz z moins 1. Voici ce que nous avons. Alors, ici, n'oublions pas que ce que nous avons ici, c'est quoi? Nous cherchons l'ensemble de solutions. Donc, de lui égale à 0 et lui égale à 0. Donc, le fait que lui soit égal à donc x sera déjà égal à 0, parce qu'il doit vérifier ici. Donc, x doit être égal à 0. Donc, ici, les solutions d'ici, nous avons un x qui est 0 et on donnera la valeur de y. Et si x égale à 0 ici, nous allons avoir, je vais peut-être bien expliquer ça. Ce qui se passe ici, c'est que x égale à 0. Comme x égale à 0, ça veut dire qu'il nous suffira juste de regarder yz égale à 0. Et comme nous sommes dans une année intègre, ça veut dire que z égale à 0 ou y égale à 0. Donc ici, les solutions d'ici sont données par x0, y0 et z, on ne sait pas, ou encore x0, y, on ne sait pas, et z0. Ça règle le problème d'ici. Et donc, comment on représente tout ça? Mais tout ça, c'est donné par ceci et celui-ci, puisque z, on ne le gère pas. Donc, ça veut dire que euh, ceci, donc, se décompose. Donc, je mets la réunion ici. En v de x, y. V de x, y pour dire x égale à 0, y égale à 0, z. On ne le calcule pas, donc c'est là. Ou encore v de x, z pour dire que x égale à 0, z égale à 0 et y, voilà. Ou encore, nous venons ici. Alors ici, nous voulons résoudre ici, nous avons z égale à 1 déjà. Donc z égale à 1. Et ici, là, il nous suffit juste de résoudre l'équation x carré moins y égale à 0. Voilà. Donc, ce que ça donne, c'est que ici, puisque si nous cherchons, nous trouvons la solution de ce monsieur égal à 0, puisque ici la z est déjà égale à 1, donc nous avons juste à chercher v de x carré moins y. Parce que ici, z est égal à 1. Et donc, cela signifie, si je connais les solutions de cette équation-là, je connais la solution de ce monsieur-là, en fait. Et donc, parce que lui, il est obtenu en prenant z égale à 1. Et donc, ici, je me rends compte que mon y est maintenant égal à x, y, union v
de x, z, union v de x au carré moins y. Et ici, il faut maintenant que je montre que c'est irréductible. Donc, il faut s'assurer que lui, il est irréductible. Lui, il est irréductible. Que lui, il est irréductible. Et que lui aussi, il est irréductible. Bon, déjà, quand je calcule l'anneau de coordonnées, parce qu'un idéal est irréductible, si et seulement si son idéal est premier. Un ensemble algébrique est irréductible si et seulement son idéal est premier. On commence par celui-là. Si je prends l'idéal de x carré moins y, cet idéal-là, voilà, cet idéal-là est premier. Pourquoi? Mais parce que quand je prends le quotient à k de xy sur y moins x au carré, ça, on a vu que c'est l'anneau de coordonnées de ce polynôme-là, de cette variété-là qui est isomorphe à 1,1. C'est le y du premier exercice. Comme c'est isomorphe à 1,1 et que 1,1 est irréductible, ça veut dire que ce quotient-là est irréductible. Réglé. Nous prenons ça. Nous prenons pour V de xz. Son idéal, c'est I de V. Donc, son idéal sera l'idéal de ce type. Et nous voulons montrer que cet idéal-là est premier. Et donc, il nous suffit de regarder x, y, z. Que se passe-t-il? Oui. Ok. Alors, I de celui-ci, ici, je peux le regarder comme étant, bon, déjà, il est même maximal. Regardez, lui, je ne vais même pas me casser la tête. Cet idéal-là, lui, il sera donné par l'idéal engendré par xz, et c'est un idéal maximal. C'est un idéal maximal, et tout ce qui est maximal est premier. Il est maximal, donc premier. C'est une possibilité, ou encore on peut regarder aussi k de xz sur l'idéal engendré par xz. Et ça, c'est isomorphe à k, qui n'est rien d'autre que A1. J'ai fait des bêtises. Lui, le premier, si et seulement si le quotient est intègre. Bon, voilà, comme... Désolé. On a fait beaucoup de bêtises ici. On a fait beaucoup de bêtises ici. Nous allons bien traiter ça. Donc, nous avons l'idéal de V de x carré moins y. Lui, il est premier si et seulement si le quotient, donc si et seulement si le quotient est un anneau intègre.
Et nous avons vu que lui, il était isomorphe à Kx qui est intègre. Cela signifie que euh, que I de V de Y moins X carré est premier. Ok. Alors, j'ai fait ça, mais sinon, on peut même prendre K de X, Y, Z sur Y moins X au carré. Et ça donne quoi? Y, on remplace par X, donc on a K de X, Z, qui est toujours intègre. Voilà. Maintenant, l'autre, on prend I de V de X, Y. Ça donne l'idéal engendré par X, Y, qui est maximal. Pardon, non, il n'est pas maximal. Il est maximal, il n'est pas maximal parce que nous travaillons dans le cas de X, Y, Z. Si c'était dans le cas de X, Y seulement, il allait être maximal. Il est comme ceci. Nous regardons dans le cas de X, Y, Z sur X, Y, et ça, c'est isomorphe à K de Z, qui est intègre. Ça veut dire que l'idéal ici est premier. On va encore regarder I de V de XZ de la même façon, qui est XZ. Et ici, on voit K de X, Y, Z sur XZ. Ça, c'est isomorphe à K de X, qui est intègre. Et comme c'est intègre, ça veut dire que lui, il est premier. Voilà. Donc, on vient de montrer que Y s'écrit comme V de X, XZ, union V de X, Y, union V de Y moins X au carré, et que chaque composante ici est bien irréductible. Parce que son idéal est premier. Alors, on nous demande de voir si... Bon, voilà, de décrire les idéaux premiers. Ben, les idéaux premiers sont donnés par ceux qui sont dedans là. Nous allons regarder l'exercice. Nous partons à l'exercice 1,8. Alors, l'exercice 1,8 est un exercice qui est assez sérieux, mais qui nous permet de réviser les idéaux premiers de hauteur 1. Et pour cela, cet exercice sera basé d'un théorème du livre que je n'ai pas donné dans le cours, mais que je vais rappeler ici. Alors, l'exercice nous parle Y, une variété affine de dimension R. Et H, une hypersurface. Alors, une hypersurface, c'est le 2 de 0 d'un seul polynôme. Ça veut dire que H est donné par V de F, où F est un polynôme de K de X1 jusqu'à Xn qu'on va appeler A. Maintenant, que Y, supposons que Y n'est pas contenu dans H. On nous demande de montrer que les composantes irréductibles
montrant que les composantes irréductibles de Y inter H ont pour dimension chacune R-1. Donc, c'est ça que nous allons montrer. Donc, je répète encore, nous avons notre énoncé qui est là. Y est une non. Y est une variété affine de dimension R. H est une hypersurface. Et nous voulons voir l'intersection entre Y et H. Voilà. Maintenant, ce théorème sera basé cet exercice sera basé sur un théorème. Un théorème qui est énoncé dans le chapitre 1 du livre de Robin Hartson, c'est le théorème 1.11. Ce théorème a un nom, il s'appelle Haupt. Haupt en allemand veut dire principal, idéal, Satz. En fait, c'est Krull, c'est même le théorème de Krull. C'est Krulls Haupt idéal Satz. Le théorème dit la chose suivante. Soit A, un anneau neutérien. Soit A, un anneau neutérien. Et euh, et F, un élément de A qui n'est ni diviseur de 0, ni inversible. Qui n'est ni inversible, ni un diviseur de 0. Alors, tout idéal premier minimal contient 1 et contient F plutôt, si et seulement si, donc tout idéal premier P minimal contient F si et seulement si la hauteur de P est égale à 1. Alors, ça c'est le théorème en question. Dans ce théorème, il y a quelques éléments à... Bon, nous savons ce que c'est qu'un anneau neutérien. Nous savons ce que c'est qu'un diviseur de 0, un élément inversible. Nous savons ce que ça veut dire. Alors, idéal premier minimal. Alors, un idéal premier est dit minimal. Un idéal premier est dit minimal sur un idéal I s'il n'est pas contenu dans un autre idéal premier. Donc, s'il est minimal par inclusion. Bon, ici, il faut noter que 0 est un idéal premier si est seulement dans un anneau intègre, mais il faut quand même noter que ici, là, le P là, bon, on le prend quand même différent de 0. Maintenant, autre chose, hauteur. Alors, on disait que si P est premier, la hauteur de P n'est rien d'autre que la dimension de l'anneau AP, où AP ici est la localisation de A
à la partie multiplicative A moins P, c'est-à-dire que A, P est égal à S moins 1 de A, où S est égal à A moins P, comme ça. Donc, notre objectif est d'utiliser ce théorème-là. Donc, nous allons ici, alors, nous allons revenir sur le théorème plus tard, mais nous allons repartir dans l'exercice. Donc, dans l'exercice ici, nous avons notre Y qui est dans AN ici, H qui est une hypersurface, donc donnée par un polynôme, VF dans AN. Et le truc, c'est que Y inter H est nécessairement non vide. Pourquoi il est non vide? Parce que on nous parle de composantes irréductibles de Y moins H et Y inter H. Et donc, si Y inter H est égal à ensemble vide, il y a un problème parce que l'ensemble vide n'est pas irréductible. Donc, on ne peut pas parler de composantes irréductibles dans ce cas. Donc, Y inter H est bien non vide. Donc, ça veut dire quoi? Y inter H est un non vide. On peut le décomposer en réunion de GI, I allant de 1 à S, par exemple, comme ça, parce que nous sommes dans un espace topologique newtonien, donc ça va se terminer. Où les GI ici sont les composantes irréductibles. Composantes irréductibles de Y inter H. Alors, notre objectif, nous voulons montrer que les GI ici ont pour dimension, nous voulons montrer que les DI ici ont pour dimension R-1 quel que soit le I. C'est ça que nous voulons montrer. Bien. Alors, nous, notre objectif est d'utiliser le théorème de Coulomb-Haupt Idealsatz. Et pour cela, nous allons d'abord remarquer que A de Y est donné par K de X1, Xn sur l'idéal de Y. Et donc ici, nous définissons la surjection canonique qui va de ce monsieur sur l'idéal. Et donc, lui, il prend tout polynôme G ici, l'envoie à la classe de G. Nous voulons montrer que F, nous voulons voir si F est un diviseur de 0 ici, de A de Y. Mais l'image par F de F ici, on a F bar qui est dans A de Y. Parce que F appartient ici. Mais F bar ici n'est pas un diviseur de 0. Pourquoi? Parce que pour qu'il soit un diviseur de 0, il suffit que F appartienne à l'idéal. S'il appartient à l'idéal, on a un problème, c'est un diviseur de 0. Donc ici, qu'est-ce qu'on remarque? Comme par hypothèse Y n'est pas contenu dans H, et H est égal à V de F, alors, si lui n'est pas contenu ici, c'est que l'idéal de celui-là n'est pas contenu dans l'idéal de celui-là. L'idéal de H, parce que cette condition a été montrée, c'est un si et seulement si. L'idéal de H n'est pas contenu dans l'idéal de Y. Or, l'idéal de H, c'est l'idéal engendré par F. N'est pas contenu dans l'idéal de Y. Cela signifie que F n'appartient pas à I de Y. Et si F n'appartient pas à I de Y, cela signifie que ben, F n'est pas un diviseur de 0. Okay? F bar n'est pas un diviseur de 0. OK. Parce que l'idéal de Y est de la classe de 0. Donc, appartenir là-bas veut dire que ta classe est égale à 0.
OK, très bien. Maintenant, nous devons vérifier que f n'est pas inversible. Supposons que f bar, qui est ici, est inversible. Alors, si nous supposons que f bar est inversible, alors, f bar qui est ici provient de quelque part. En fait, ce qui se passe, c'est que f bar, c'est l'image de f, donc c'est pi de f. Mais en fait, ici, nous revenons un peu, nous savons que I inter H, c'est la réunion des GI, I allant de 1 à S. Donc, quand on prend l'idéal de ce monsieur, va être égal à l'idéal de ce monsieur, qui sera l'intersection des idéaux de GI. Et donc nous savons que I de Y, oh God, ouais, de Y inter H est égal à l'intersection I allant de 1 à S de I de GI. Mais Y inter H ici, c'est I de Y union I de H. Cela signifie que, puisque dans I de H ici, F appartient à I de H, donc F appartient à la réunion qui est ici, donc par conséquent ici et là. Donc ce que je veux dire, c'est que F appartient à I de GI, quel que soit I que l'on prend de 1 à S. Mais lui, il est premier. Pourquoi il est premier? Parce que GI est irréductible. Donc, comme GI est irréductible, son idéal est premier. Donc, F appartient à un idéal premier. Alors, F appartient à un idéal premier, ça veut donc dire que l'idéal engendré par F ici est contenu dans l'idéal engendré par GI. Maintenant, il faut savoir que lui, dans le quotient, il va représenter cet idéal et l'inclusion est conservée. Lui, dans le quotient aussi, il reste premier. C'est-à-dire que si vous prenez l'image d'un idéal premier par l'association canonique, ça reste premier. Donc ici, nous avons P de I, qui est un idéal premier que nous allons prendre comme étant pi, ou bien, si vous voulez, comme l'image de I de GI bar. Voilà, dans le quotient. Donc ici, nous avons un idéal premier qui est minimal. Bon, enfin, bref, les IG, ils sont minimaux, bien sûr. Donc, un idéal premier ici qui contient F. Mais comme F est inversible, par hypothèse, il est inversible, ça veut dire que cet idéal-là contient 1. Donc, cet idéal-là n'est rien d'autre que, il contient 1 ici. Donc, ça veut dire que 1 appartient à PI, ce qui est une contradiction. Donc, par conclusion, F bar n'est pas inversible. N'est pas inversible, ce qui signifie que F n'est pas inversible. Et si F n'est pas inversible, ça veut dire que nous avons F qui n'est ni diviseur de 0, ni inversible. Et comme
comme I de GU est un idéal premier minimal, pourquoi il est minimal? Parce que il est obtenu par la décomposition, par la décomposition irréductible. Les idéaux qui sont là-bas, personne n'est contenu dans l'ordre. Ce sont les idéaux premiers qui sont minimaux. Et que F appartienne à I de GI, alors ici, nous sommes dans les conditions du théorème. Par le théorème de Krull, opt ideal that la hauteur de I de GI est égale à 1. Alors, dire que la hauteur de I de GI est égale à 1 revient à dire que, en fait, ici, il y a le théorème qui nous dit, pour un idéal premier, la hauteur de P plus la dimension de P, c'est ça, plus la dimension de P est égale à la dimension de l'anneau, donc de notre anneau A de Y. Voilà, de l'anneau. Je mets ce mot de l'anneau A. De façon générale. Donc, dans notre cas particulier ici, ça veut dire que la dimension, donc la hauteur de I de GI plus la dimension de GI la dimension de I de GI est égale à la dimension de l'anneau. Alors, de l'anneau, donc, nous sommes dans quel anneau? Nous travaillons dans l'anneau de coordonnées. Donc, ça, nous sommes dans l'anneau de coordonnées A de Y. Non, j'allais dire, oh non, ici, ça devait être une logique de parler de A de GI. Voilà. Mais il faut noter que la dimension de A de GI est la même que la dimension de A de Y. Et donc, ça, c'est la dimension de... Aïe, 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 il ne faudrait pas que je me mette à dire tout et n'importe quoi ici. Oui, parce que, effectivement, la dimension des composantes irréductibles, donc nous avons la dimension de R. La dimension de R, c'est la dimension maximale des composantes irréductibles qui sont là. Donc, c'est la dimension est la même, en fait, ici. Donc, lui, il est égal à 1 plus la dimension de celui-là est égal à la dimension ici, c'est la dimension de celui-là, c'est égal à la dimension de Y, qui est égal à R. Donc, la dimension de I de GI est bien égale à R-1, quel que soit I. Voilà. C'est un exercice très important qui nous donne une information capitale que donc, quand j'ai Y, l'intersection avec une hypersurface, ici, a pour dimension R-1. C'est-à-dire que toutes les composantes ont pour dimension H, R-1, donc lui, il a pour dimension R-1. Bien, nous allons regarder l'exercice 1.9 aussi qui n'est pas mal. Dans l'exercice 1.9, on nous donne I qui est un idéal de A. A, c'est l'anneau de polynôme à plusieurs variables. I est engendré par R polynôme, F1
jusqu'à FR. Alors, on nous dit V de I, supposons que V de I soit G1 union GS, les composantes irréductibles. Composantes irréductibles. Donc, ici, nous avons les composantes irréductibles de V de I. Maintenant, on nous demande de montrer que la dimension de G de I est supérieure ou égale à N moins R. Ça aussi, c'est un exercice très important. Ici, nous avons donc, ici, c'est bien parce que nous connaissons la dimension de, nous ne connaissons même pas la dimension de V de I, mais ce n'est pas grave. Ce que nous allons faire, c'est que, puisqu'ici, les GI là sont les composantes irréductibles, ça veut dire que notre I sera en quelque sorte l'intersection de I des GI. Et donc ici, nous allons juste ici, nous allons peut-être faire ça. Puisque chaque GI est réductible ici, cela signifie que l'idéal de chaque GI est premier. Et comme l'idéal de chaque GI est premier, donc nous avons la hauteur de l'idéal de chaque GI ici, la hauteur de l'idéal de chaque GI, plus la dimension de l'idéal de GI est égale à la dimension de l'anneau de coordonnées de Y. Donc, c'est la dimension de l'anneau de coordonnées de notre V de I ici, que je vais appeler Y. Donc, si vous voulez, c'est la dimension de V de I. Plus la dimension de V de I, c'est la dimension de A sur I. Hein, sur l'idéal de V de I. Donc, ici, qu'est-ce que nous avons? Alors, la dimension, je me perds facilement maintenant. Je me perds moins facilement maintenant. Oh, 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 je me suis trompé. Je me suis sérieusement trompé. Non, non, c'est pas ça. Le théorème nous parle, ça sont les anneaux premiers, les idéaux premiers de A. OK? De A. Donc, notre A, c'est K de X1 jusqu'à Xn. Donc, ça là, c'est égal à la dimension de l'anneau qui est K de X1 jusqu'à Xn. Nous avons vu que cet anneau est de dimension n. Donc, la hauteur, la dimension plutôt de l'idéal de GI est égale à n moins
la hauteur de I de GI. Mais en fait, je vais rappeler un théorème ici qui dit, si nous avons un idéal premier, P, qui est engendré par un nombre donné d'éléments, donc un idéal premier P qui est engendré par T éléments, par exemple, et que ici j'ai Q qui est un idéal premier minimal, alors la hauteur de Q est inférieure ou égale au nombre de générateurs ici qui seront T. Et c'est la même chose ici parce que notre I ici est minimal. Pourquoi il est minimal? Parce qu'il provient de la décomposition irréductible d'un ensemble algébrique. Donc, il est minimal et nous avons notre I de G ici est minimal par rapport à quoi? Par rapport à I. Donc, il est contenu dans I. Ça veut dire que la hauteur de I de GI est inférieure ou égale au nombre de variables qu'il y a, au nombre de générateurs ici, qui sont R. Donc, ce que ça veut dire, cela veut dire que la dimension de l'idéal de GI est supérieure ou égale à N moins R. Mais la dimension de l'idéal, c'est la même chose que la dimension de l'anneau sur l'idéal. C'est ça par définition. Et la dimension de l'anneau sur l'idéal, qui n'est rien d'autre que l'anneau de coordonnées, c'est la dimension de GI. Donc, dimension de GI qui est égale à ça, c'est supérieur ou égal à N moins R. Et on a travaillé. Voilà. Bon, voilà. Donc, je pense qu'on peut s'arrêter là. L'exercice 1.11 est 1.10. Bon, c'est la topologie. 1.11, c'est très sérieux. C'est très difficile. Je n'ai pas pensé à ça. 1.12, on pourra juste prendre 1.12. X carré plus Y carré plus 1, ça règle le problème. Bon, voilà. Je pense qu'on vient de donner des astuces. Oh là là. Nous venons de donner des astuces pour traiter. Nous venons de donner les astuces pour traiter la majorité des exercices du chapitre 1. Il y en a 12. Nous avons donné les astuces pour 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, c'est déjà intéressant. Merci d'avoir suivi et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci.